Souleymane, vous avez disputé 26 matchs de Première Ligue, vous, avec Charlton en 2006-2007. Quels souvenirs gardez-vous du championnat anglais ? Que des bons souvenirs malgré notre descente en fin de saison, mais j'ai gardé des très bons souvenirs. J'ai vraiment appris beaucoup de choses là-bas, notamment l'esprit de la gagne. C'est vraiment là-bas que j'ai vraiment appris. Les duels, comme il disait Dugas sur le but de Foy, là, je sais pas comment. Là-bas, on siffle pas. C'est vrai que je me suis endurci sur le contact physique là-bas. Donc, non, que des bons souvenirs j'ai gardés là-bas, malgré la descente. Souleymane, en avril 2015, vous êtes joueur à l'OGC Nice, vous voyez la police arriver chez vous, elle vous embarque au Baumette. Est-ce que le club, justement, vous a soutenu dans cette épreuve ? Oui. Le club m'a beaucoup soutenu, notamment le président, Julien Fournier. Ils étaient souvent en contact avec mon agent, Karim Aklil. Ils ont même essayé de faire des parloirs, mais malheureusement, la juge elle a refusé. Mais ils étaient vraiment derrière moi. C'était quoi déjà ton histoire ? En fait, j'avais commandé une voiture à un mec, je lui avais donné de l'argent liquide, et il ne me l'a jamais ramené la voiture. J'ai dit à mes amis d'aller le voir pour voir, parce que moi j'étais à l'entraînement, je ne pouvais pas me déplacer. Et quand ils ont été chez lui, il a appelé la police après, les gendarmes, en disant que je suis parti. J'ai envoyé des gens pour racketter l'argent, une sorte de racket. Alors que j'ai dit non, je ne rackette pas l'argent, je veux juste ma voiture ou mon argent, tout simplement. Et moi, c'est un truc de fou parce que je pensais à toi quand c'est arrivé. T'as passé 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois. Moi, je suis quelqu'un qui essaie de faire attention parce que je suis claustro. Rien que d'imaginer être enfermé dans une cellule, je deviens fou. Si tu passes tes journées, comment c'était ? C'était un enfer ou pas ? Ouais, c'était galère quand même. C'est galère. Moi qui ai l'habitude d'être un bon vivant, tout ça. Du jour au lendemain, t'es là dans 7 mètres carrés. Après, tes journées, le matin, t'as, je crois, une heure et demie où tu peux te promener, faire du sport. En plus, moi, j'étais à l'isolement, j'étais tout seul. Tu joues au foot ou pas avec les autres détenus ? J'étais tout seul. Pourquoi tu étais à l'isolement ? Parce que tu n'étais pas quelqu'un de dangereux, c'est parce que tu étais quelqu'un de connu ? Ouais, apparemment, pour ma sécurité, bluff. Mais c'était galère tout seul, tu vois. J'ai demandé à être avec les autres détenus pour même faire du sport avec eux, jouer au foot avec eux, tout ça, parler. La juge, elle a dit non. Tu sens qu'il y a eu... Donc pendant 3 mois, tu n'as vu personne ? Personne. À part les La famille, les avocats. La famille, les avocats, les gardiens. Ouais. Oh. Les gardiens. Est-ce que tu as senti qu'il y avait, parce que tu étais Souleymane Diawara, un traitement plus dur que... Non, au contraire, ils étaient vraiment cool avec moi. Ouais. Bon, en plus, c'était à Marseille, donc la plupart, c'est tous des Marseillais. Tu sais que quand tu joues là-bas... Tu aurais peut-être demandé d'aller, donne-moi la clé, c'est bon, je sors, je te file 2 billets. Non, mais franchement, tu vois, par exemple, la douche, je pouvais la prendre matin, après-midi, tous les jours. Ah, puis ils en ont vu plein des gens du club, des gens en prison là-bas. Il y avait un étage réservé pour l'OM. Il y avait... Des signatures. Il me dit, regarde, cette cellule-là, c'est celle de Roland Courbis et tout. C'est comme à Clairefontaine. Je lui ai dit, mais Alors, telle cellule, la 13, tu sais, il y a Bernard Tapie, tu vois. Il y a ton nom, tu disais, il y a des Et signatures. le mec, il m'a dit ça et tout. Et je lui ai dit, ouais, et alors je me bats les couilles de sa cellule. Ça doit être terrible, 3 mois. Et là, tu as été passé au tribunal ? Non, pas encore. D'accord. On attend là, le jugement, je ne sais pas quand, mais normalement, ça doit être avant la fin de l'année. Et pourquoi justement les remises en liberté ont été à chaque fois refusées ? Tu as eu une explication pour ça ? Parce que c'est quand même assez étonnant. Tu n'es pas considéré comme dangereux. Enfin, il y avait... Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as vécu mentalement ces 3 mois d'isolement, quoi. Parce que tu passes d'un milieu où aseptisé dans un cocon, et du jour au lendemain, tu te retrouves derrière des barreaux sur une planche en fer. Enfin, je sais pas. Voilà. Pas se prendre la tête, il faut se dire qu'il y a pire dehors. Tu vois. Moi, j'ai la santé, c'est rien, je suis juste privé de sortie. Je sais que je vais sortir bientôt. Je me disais ça dans la tête, mais c'est vrai que c'était dur quand même. C'était quoi le plus dur ? Mais d'être tout seul, en fait. Encore si j'étais avec les autres détenus, ouais, je pense que ça passerait vite. Mais là, t'es tout seul. Tu te parlais à toi-même regardes des le fois barreau, tu regardes les autres, ils sont en train de jouer au foot, t'es comme ça. Tu te parlais à toi-même des fois ou pas ? Ouais, des fois. Ou soit, tu vois, sur les murs, il y a plein de trucs décrits, tellement tu galères, tu lis tout. Il y avait la télé quand même ? Ouais, il y avait la télé, mais 36 cm, tu la regardes d'un œil. Je suis arrivé chez moi, quand je suis sorti, j'ai vu une télé, je me suis dit, oh, putain, je suis dans un cinéma, tu vois. Tellement la télé, elle était petite là-bas. Je crois que, voilà, tu vois ça là ? C'est ça. L'écran qu'on a, que les Comme gens ne ça. voient pas, mais un petit écran derrière, 30 C'est la cm. même.
Souleymane, vous sortez au mois de juin. Vous avez donc fait 3 mois de prison, un épisode marquant. Comment est-ce que vous avez vécu cette période de votre vie? Comment est-ce qu'on vit la sortie de prison? Ah ouais, non, c'était comme si j'avais gagné une Coupe du Monde aussi, pareil. J'étais vraiment heureux parce que c'était, comme je vous dis, c'était vraiment dur. Et quand on m'a dit, c'est bon, tu peux ranger tes affaires, tu sors. Ah ouais, j'étais content même. J'ai tout laissé là-bas, j'ai dit vas-y, on y va. Et justement, quand tu sors, la première chose à laquelle tu penses, c'est que tu veux te défendre ou tu penses toujours et encore à jouer au foot, à retrouver un club. Pour toi, tu n'as jamais abandonné l'idée de jouer au foot malgré que Quand je suis arrivé là-bas, après, quand je suis sorti, je pensais même plus à jouer au foot. D'accord. J'avais même plus envie de jouer au foot. Tu vois, c'est pour ça que des fois, quand les gens me demandent alors, ça te manque, tout ça, je dis non. Perso, pour l'instant, ça me manque pas du tout. Est-ce que ça a changé ton regard sur la police? Non, parce que moi, perso, les gendarmes qui sont venus me chercher, ils ont vraiment été cool avec moi. Les gendarmes de Marseille, ils ont vraiment été cool, même en garde à vue, vraiment nickel. Est-ce qu'il y a une morale de cette histoire, hormis le fait justement de ne plus s'asseoir sur une bagnole, mais Ouais, morale, il y a juste un truc que je regrette pas. C'est parce qu'il y avait les enfants que j'appréciais, ces enfants à lui, à la personne, que j'aimais beaucoup, qu'ils ont vu le père qui faisait bluff la victime, et apparemment qui pleurait. Donc il y a juste ça qui m'a fait mal, mais après, sinon, pas de regret. Puisque t'es pas passé au tribunal encore, non, pas encore. Est-ce qu'il y a un risque que tu retournes en prison ou pas? il a eu quoi, le gars? Il s'est fait... Ouais, c'était lui. C'est juste une menace. C'était la victime. Donc tu n'as pas récupéré l'argent ou la voiture? Rien. Et j'ai fait du placard, de la prison. De la prison. Ouais, mais du placard, ouais. Avec des keufs. Souleymane, il n'y a pas eu que des mauvaises rencontres avec la police, puisqu'en 2009, vous vous faites arrêter en voiture, c'est ça? Et je crois que vous tombez sur un policier supporter de l'OM. Ouais, quand je me suis fait arrêter à Marseille en 2009, je me suis fait arrêter pour défaut de permis. Et je suis tombé sur un keuf parisien. Il me dit, je vais pas raconter, c'est trop long. Et c'est lui qui m'a arrêté. Et c'était la veille du Real de Madrid, quand on jouait contre le Real. Et je tombe sur... quand l'inspecteur, il me voit arriver, il me regarde, il me dit, oh, Souley, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, je me suis fait arrêter. Il me dit, pourquoi tu t'es fait arrêter? Qu'est-ce que t'as fait? Je lui dis, j'ai pas de permis. Il commence à s'énerver. Quoi? Pour un permis, t'as arrêté alors t'as un match là-bas, qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Je dis, le keuf, mais je sais pas, il est où? Et comme par hasard, il passe, je dis, c'est lui là-bas, tout. Et il est venu, il l'a pourri. Ouais, mais j'étais dégoûté parce que Paris, ils font rien, ils ont pas hésité. Tu conduisais sans permis? Mais pourquoi tu roules sans permis? Bah oui. Non, je croyais que j'avais le permis, j'avais plus de points en fait. Ah, t'avais pas vérifié? Non. Ah, d'accord. Il paraît qu'il y a... J'ai lu un article où il y aurait 50 000 personnes en France qui rouleraient sans permis. Oui, quand t'as pas été vérifié, c'est une chose. Mais si tu sais et que tu machin, voilà. Je savais pas. D'accord. Bon, après la deuxième fois, je savais. Ouais. Oui, mademoiselle. Vous avez connu des passe-droits comme ça avec des policiers plutôt sympas avec vous? Moi, j'ai eu que des policiers sympas. Moi aussi. Parce que joueur? Moi aussi. Oui. Oui, certainement. Mais moi, j'ai toujours eu des policiers Les sympas. femmes sont dures. Alors après, j'ai jamais roulé sans permis. Bon, ça m'est arrivé avec 2-3 verres de trop, mais j'ai réussi à échapper au truc. Ça m'est arrivé peut-être 5-6 fois de me faire arrêter. Mais après, voilà, je sais que certains policiers sont durs, mais je pars aussi de l'idée voilà, qu'être policier aujourd'hui, c'est aussi très compliqué. C'est des gens qui gagnent, je ne sais pas, peut-être 1 800, 2000 euros par mois. Voilà, tu peux contrôler aujourd'hui, et c'est dangereux, tu peux contrôler n'importe qui à n'importe quelle heure. Voilà, le mec, il peut sortir n'importe quoi de la boîte à gants. Ce que je veux dire, c'est qu'être policier, c'est aussi un métier, je pense, qui est très, très dur, très ingrat. Surtout aujourd'hui. Voilà, très, très compliqué. Ouais, très donc, costaud, j'arrive à me mettre à leur place. Alors, j'ai jamais réussi à me mettre à la place des arbitres de foot. J'ai été aussi dur avec eux. Mais là, je me dis que voilà, je sais qu'il y en a qui exagèrent, mais je pense que c'est un métier tellement difficile. Et puis cette peur de faire un contrôle et le mec, tu sais pas ce qu'il peut y avoir à un moment ou à un autre. Mais je pense qu'il y a des bons et des mauvais comme dans tout. Moi, j'ai eu la chance de tomber que sur des bons. Donc, moi, j'ai eu en Angleterre, je vais manger un soir avec Ședan Petrescu et il te sort un alcool roumain
Si tu veux, l'alcool roumain, tu as vu dans les bronzés avec la grenouille, le truc, ça doit être 10 fois pire, quoi. Ouais. Et il faut dire ce qui est, on a bu plus de 2-3 verres, tu vois. Et j'habitais à 500 mètres de chez lui, j'avais pris la voiture. Et je me dis, il faut que je ramène la voiture parce que je ne peux pas la laisser dehors, je vais me la faire enlever. Et donc, je vais, mais à 2 à l'heure. En fait, je me fais arrêter parce que je vais à 2 à l'heure. Il y avait les piétons qui le doublaient. Je fais gaffe parce que je peux pas aller vite, j'ai tellement bu, quoi. Mais j'ai quand même la lucidité de dire, tu vas doucement, tu vois. Et là, je me fais arrêter par les flics anglais. Et le mec, il me fait souffler. Et je dis à mon ex-femme, je suis mort. Demain, je fais les premières pages des tabloïds parce qu'en Angleterre, ça loupe pas, quoi. Je suis chargé comme un mulet, je te jure. Mais je suis chargé comme un mulet. Bah surtout, il roulait pas vite, mais il roulait à droite. Je souffle en pleurant. J'ai dit, putain, je suis mort. Je souffle, putain, la lumière verte. Nickel. Monsieur, vous pouvez y aller. Si, c'est pas possible. Ah ben non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'étais à, je sais pas combien, mais j'étais pas bien, quoi. Et là, je me dis, c'est incroyable. Donc j'ai eu un bol extraordinaire. Et une fois à Marseille aussi, où j'ai fait un stop sur un feu rouge, et puis je suis allé, j'avais pas vu les flics, il y avait une fille et un mec, et la fille m'arrête, et la fille, elle voulait m'en mettre, mais alors bien. Et le flic, il fait... Qu'est-ce que tu fais, toi? Et je lui fais comme ça, qu'est-ce que tu fais? Non, pas qu'il a un match. Il était 19h, j'étais suspendu ce match-là. C'était rue de Paradis, je montais, tu vois. Et il me dit, non, mais allez-y, monsieur Leboeuf, mais arrête-toi, pousse-toi, toi. Je suis parti. C'était comme ça, à Marseille, c'était comme ça. Manu, vous avez connu des joueurs passés par la case prison? Bourré. Oui. Le plus célèbre, ça a été Tony Adams. Ah oui. Tony qui a ses périodes noires justement, était dans l'alcoolisme et un peu plus, était marié aussi avec une femme qui avait de grosses difficultés aussi d'addiction dans les drogues. Et un jour il a pété un plomb, il est en voiture, il est rentré dans la devanture d'une maison et il a fini au trou, quoi. Donc ils plaisantent pas vraiment en Angleterre, hein, ces choses-là, hein. Dès que tu dérapes, on s'en fout de savoir qui tu es. En tout fond en taule, regardez Adam Johnson, le joueur de Sunderland, l'histoire des mœurs avec la mineure. Et je crois qu'il a pris 50 tôles là, il y a quelques mois, donc il était international anglais, il avait encore pas mal d'années devant lui et maintenant il est en prison. Donc Tony Adams, oui, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que lui a appris beaucoup de ces leçons-là et il est revenu un joueur extrêmement important pour Arsenal et il a été adoré après par le public d'Arsenal et en Angleterre parce que justement il a démontré qu'on peut avoir les 2 genoux à terre mais aussi apprendre de ses erreurs et remonter la pente et finir vainqueur finalement. Et Tony, il n'en a pas jamais parlé dans le groupe, dans les vestiaires, il en parlait Moi, jamais. je l'ai vu faire des choses à cette époque-là qui étaient surréalistes. Après la prison, je parle. Après la prison. Ouais, mais même, je l'ai trouvé vachement serein. Ça a été un parcours de vie. Il a beaucoup appris, en fait. Et après, il a une certaine spiritualité qui se dégageait de lui. Et je crois qu'il voulait justement se servir de son expérience pour essayer de guider les autres, à la fois sur le terrain, mais également en dehors. Messieurs, est-ce que vous avez la sensation que les joueurs de foot aujourd'hui peuvent avoir un certain sentiment d'impunité, se croire un peu au-dessus des lois, se croire intouchables? Oui, bien sûr. Mais pas que les joueurs de foot. Hein. Tous ceux qui sont importants. Tous ceux qui sont médiatisés, à un moment, ont ce sentiment-là. Ben oui. Mais dans l'autre sens aussi, c'est valable. À tort ou à raison, mais ça, c'est-à-dire autant on peut avoir des passes droits envers la justice, autant lorsque tu te retrouves dans le collimateur de la justice, tu peux prendre cher, quoi. Quand je vois Franck Dumas, par exemple, récemment, qui a pris 3 ans de tôle sur un problème fiscal de plus de 500 000 euros. Quand je vois que Jérôme Cahuzac a pris 3 ans, ça attendait d'être finalisé au niveau des tribunaux, mais c'est pas du tout c'est le procureur qui a demandé. Ouais, là, Vous, après exactement. la Coupe du Monde, vous êtes senti au-dessus des lois aussi? Oui, bien sûr. Après la Coupe du Monde, on était les Beatles. Ouais, non, mais partout. C'est vrai que partout où on allait, on a vécu entre 98 et 2000. Voilà, bon, moi, je sortais plus que ces garçons-là, mais c'est vrai que tu allais en boîte de nuit ou dans la rue ou n'importe quoi. Ouais, on était les Beatles. Ouais, mais ça veut pas dire que tu sentais tout. Non, après, moi, j'ai pas eu le sentiment d'en abuser, mais après, c'est toujours pareil. Je crois que les choses éclairent. Je suis pas persuadé que ce soit nous qui changions vraiment. C'est le regard des gens qui avait changé. C'est pas à nous, on faisait toujours, entre guillemets, les mêmes bêtises, les mêmes conneries. Ou, voilà, on était toujours la même chose, avec un sentiment d'avoir accompli le truc, mais
On n'avait pas non plus inventé le vaccin contre la rage, tu vois. mais oui, le regard déjà a changé. Donc oui, tu es regardé, observé de manière forcément différente. Ouais. Oui, il y a des portes qui s'ouvrent, des choses extraordinaires qu'on peut faire parce qu'on est connu. C'est vrai que moi, j'adore la culture. Et juste après la Coupe du Monde, j'étais à Ajaccio. Donc j'ai été invité par le maire. J'ai vu les immeubles et tous les meubles de Napoléon à la mairie d'Ajaccio. 2 mois après, j'étais à Versailles et je pouvais avoir une visite privée. C'est des choses sympas. Mais pourquoi ? Parce que tu es connu, tu te sens intouchable. Moi, au contraire, je pense que... Mais après, on te donne un devoir d'exemplarité, c'est à double tranchant aussi. Un devoir d'exemplarité que tu n'as pas demandé. Non, parce que tu fais du sport, c'est tout. Voilà, au bout d'un moment, parce que tu as gagné ça, parce que tu dois être exemplaire. Tu essaies de faire de ton mieux possible, et puis c'est pas toujours facile. Voilà, mais ça t'amène entre guillemets des privilèges, mais ça t'amène. Moi, je ne crois aussi pas des que la choses célébrité, si tu calcules, t'amène plus de privilèges qu'elle t'amène d'emmerde. Tu sais, ça c'est comme... Moi, c'est comme les enfants d'eux. Tu sais, les enfants d'eux, ils te disent oui, terrible. mais on a dû travailler 2 fois plus que les autres. Ouais, on a dû travailler 2 fois plus que les autres, mais enfin bon, on t'a quand même ouvert les portes. C'est quand je vois la fille de Paradis et Johnny Depp, cette gamine, on la voit de partout. C'est parce que c'est la fille d'eux. Alors on te dit toujours, oui, c'est plus difficile pour les fils d'eux. Ouais, c'est plus facile, largement plus facile au début, et après, c'est vrai qu'on te demande d'être bien. Donc il y a toujours un pour et un contre. C'est jamais parfait, quoi. Non, mais la célébrité, parce qu'on en parle, parce que maintenant, c'est devenu... Les gens veulent être connus. Ils s'en foutent de ce qu'ils font, puisqu'on le voit avec cette télé-réalité où ils s'en foutent. On voit aussi, moi j'ai l'impression que dans le football, j'en ai parlé avec des joueurs de rugby, et le rugby aussi est infesté de ça, des mecs qui trouvent un moyen pour gagner de l'argent et être connus, peu importe le moyen, et peu importe si on a de la passion ou pas, surtout si on n'en a pas, c'est de trouver quelque chose qui puisse ramener du pognon et être connu. Et moi, le message, c'est que être connu, c'est pas quelque chose que moi j'ai choisi. Moi, je veux juste faire du foot. Maintenant, je fais du théâtre, mais j'ai jamais fait pour être connu. Je le faisais parce que c'était une vraie passion. Ça peut pas être un but. Et puis, il y a des emmerdes, quoi. T'as pas moi, quelquefois, j'ai envie d'être dans la rue tranquille et marcher, et pas qu'on me dérange. Des gens qui te parlent, ils sont à côté de toi. Ils disent, je te dis que c'est lui. Mais non, c'est pas lui. Mais si, il y a peut-être que l'autre con, là. Comment il s'appelle, là ? C'est pareil. Mais tu te dis, mais je suis là, je suis pas sourd, je suis une personne, je suis pas dans la télé, t'es pas dans ta télé à regarder un match de foot, quoi. Bon, après, il faut pas s'en plaindre non plus. Hein. Non, je m'en plains pas. C'est un beau métier, c'est quand même... Moi, j'ai jamais refusé une photo ou un autographe, c'est demandé poliment. Mais j'ai eu le bœuf, tu signes ? Ça va pas, quoi. Je suis pas ton chien, moi. Mais c'est monsieur ou Franck, tu peux me signer un autographe s'il te plaît, ça passe tranquillement, quoi. Mais, ou des photos, les gens qui prennent des photos comme ça. Moi, je supporte pas qu'on prenne une photo de moi comme ça. Si tu m'appelles, je suis pas au zoo, là, même si je m'appelle Le Bœuf, c'est pas au zoo, quoi. Toi, tu le vis comment, Souleymane, ta célébrité ? Moi, ça me dérange pas. Moi, je suis là, tranquille, il vient, il me fait une photo, ça va, il me parle. C'est intéressant, je l'écoute, c'est pas intéressant, je dis oui et je rentre. C'est vrai. Ah bah ouais, c'est ça, c'est la très bonne attitude, Souley, t'as raison, c'est exactement ça. Souleymane, vous avez certes une étiquette de fêtard, mais un fêtard qui assume toujours une fois sur le terrain. C'est même Jean-Louis Gasset, je crois, à Bordeaux, qui vous a conseillé un jour de continuer à sortir. Et Romario est Souley. Ouais, parce que quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai dit, on va essayer de changer l'image, on va être sérieux. Et je sais pas si tu te souviens de mes débuts, c'était une catastrophe. Mes 3 premiers mois, c'était une catastrophe. Et une fois, le coach Jean-Louis vient me voir, tout, il me dit qu'est-ce qui se passe, tout, est-ce que tu as changé quelque chose? Je dis ouais, tranquille, coach, ouais, je sors plus, tout. Il est venu, il n'a rien dit, il a fait un aller-retour à l'infirmerie. Il est venu me voir, il m'a dit écoute ce que je vais te dire, on est jeudi là. Tu as intérêt de te mettre une mine ce soir. Je veux que tu sois bourré le lendemain. Je l'ai regardé et tout, je t'ai allongé. T'es sûr? Je dis, ok, bon, après le jeudi, Villa Tourny, on fait la fête, tout. Et effectivement, j'étais arrivé, j'étais KO le lendemain. Je suis resté en soins, j'ai mis les bottes. On joue contre PSG et tout. Les bottes, attends, on explique, les bottes, c'est un truc pour gonfler, en fait, c'est pour faire remonter. Faut drainer. Parce que... Faut remonter l'alcool. Pour remonter l'alcool. Et donc, je suis KO, il vient me voir, tout, il me dit oh, ça va? Je suis fatigué, coach, tout, non. Il me dit reste en soins, tout. Ça fait, bon, je reste en soins, le lendemain, avec 2 matchs, je m'entraîne, et dimanche, bing, je sors le plus gros match de la saison depuis que je suis arrivé à Bordeaux.
À la fin du match, il vient me voir, il m'a dit « Je veux te voir tous les jeudis bourré ». J'ai dit « Ok ». Non, mais après, ouais. c'est une force de la nature incroyable. Ouais, voilà, moi, j'en ai connu un autre joueur comme ça qui joue à Bordeaux aussi. Voilà, je ne veux pas dire son nom parce que ça n'a pas d'intérêt particulier. Mais pareil, qui sortait beaucoup et qui à un moment ou un autre, voilà, les résultats étaient un petit peu moins bons. Il marchait très fort, les résultats étaient un peu moins bons. Et le président, il est venu le voir, il a dit « Bon, maintenant, il faut calmer un peu l'image, ça commence à râler, à gueuler un peu dans Bordeaux, machin et tout. » Résultat, c'est toujours comme ça. Écoute-moi bien. Il mettait plus un pied devant l'autre. Mais plus un pied devant l'autre. Incroyable. Et moi, j'ai joué avec lui. Il buvait, il sortait. Le lendemain, c'était le premier à l'entraînement. Il courait, les footings. Il n'était pas blessé. Voilà, c'est des cas uniques. Soulé en est un. Moi, j'en étais pas un. Voilà, après, c'était comme ça. Mais c'est un cas, c'est un cas sur 10 000 comme ça. Faut surtout pas, en général. Voilà. C'est pas le cas pour toi, ça ? Non. Non, mais après. Bon, je veux pas, on n'est pas là pour faire une échelle de celui qui sortait le plus. Mais moi, par exemple, me prendre une cuite le jeudi pour être performant le dimanche, j'étais incapable de le faire. Moi, j'aimais sortir après les matchs, voilà. Mais le degré comme il faisait, ou le garçon dont je parlais tout à l'heure, non, incapable de faire ça. Parce que là, les Soulé, voilà, il aime bien, il aimait sortir, mais ça a fait aussi sa carrière. Ça a fait aussi ce qu'il est devenu, l'homme qu'il est, tout ce qu'il a gagné. On en parlait tout à l'heure. Excuse-moi, mais avec un prénom comme ça, c'est prédestiné. Souleymane, c'est traduction anglaise, le mec bourré, quoi, tu vois. Souleymane, on parlait tout à l'heure de vos jeunes années au Havre. Il y avait donc Mamadou Niang. Il y avait aussi Anthony Le Tallec, qui évolue désormais au club d'Atromitos en Grèce. Il vous a laissé un petit message. Te souviens-tu, Soulé, quand j'ai fait un peu de forcing auprès du coach pour que tu débutes, passe d'être Soulé et but de Toons. Vous pouvez nous raconter ? Ouais. En fait, le coach, c'était Jean-François Domergue. On était dans une période où ça allait pas, donc il me disait « Ouais, il faut pas sortir. » J'ai dit « Ok. » J'ai dit « Ok. » On était en mercredi soir, et le mercredi soir, au Havre, ça bougeait. Et il y avait une soirée infirmière, donc... J'étais malade. Je me sentais pas bien. C'est que j'avais besoin d'une piqûre. Je me sentais pas bien, donc... Épongez-moi. Et je suis sorti, et le lendemain, c'est vrai que j'étais KO. À l'entraînement, je sentais encore. Et... T'aimes bien les infirmières ? Ouais, mais j'étais pas bien. Ça a l'air. C'est pour ça. Et, Parce que ce soir, il paraît qu'il y a une soirée test de l'air à Paris. Non, c'est fini. On est mariés, c'est fini. Ouais, donc il m'a convoqué dans le bureau, il m'a exclu du groupe parce que j'étais sorti. Il voulait pas que je sorte pendant 10 jours, je crois. Et la semaine d'après, 10 jours après, on a joué. Et il m'a fait jouer titulaire. Et ce jour-là, pareil, j'ai fait un gros match. J'ai pris le ballon de derrière, j'ai accéléré, j'ai fait une passe D à Toons. Et il a marqué. Voilà. Ouais. T'es Il ressorti après. Bah oui, obligé. Mettez ma passe D. y a eu donc Le Havre, Sochaux, Charlton, puis Bordeaux, où vous vous révélez à la Ligue 1. Vous remportez même le titre avec les Girondins en 2009. Quel souvenir vous gardez de cette période, Souleymane ? De très bons souvenirs. Très bons souvenirs. Déjà, notamment, je suis arrivé dans un club que je kiffe aussi. En plus de ça, j'ai eu la chance de gagner mon premier titre de championnat France. Donc, et puis, je me suis éclaté là-bas. Je pensais même pas encore progresser. À Bordeaux, j'ai vraiment progressé aux côtés de Laurent Blanc, que je remercie d'abord avec Jean-Luc Gasset. Donc, en plus de ça, hormis le championnat, il y a eu les coupes, les trophées des champions. Je me suis vraiment régalé à Bordeaux. En plus, ça faisait suite à une période difficile pour toi parce que tu étais descendu avec Charlton, tu étais un Charlton, peu en galère. c'est un peu Laurent Blanc qui t'a sauvé de cette histoire, Ouais, bien sûr. de cette galère un peu où tu étais à Charlton. Ouais, quoi. où j'étais là-bas, où le coach en plus il voulait pas me laisser partir. Et moi, il était hors Le coach de Charlton, il ne voulait pas te laisser partir. Non, Alain Pardieu, à l'époque, Ah ouais. il était là, il racontait sa vie, là, il me disait que de la merde en plus. Et Laurent Blanc, comment il t'a convaincu ça, mais... Non, c'est même pas lui, parce qu'à la base, c'était Yann Dowie. Je sais pas si... Non, ça dit... Non. Alain, coach anglais, c'est un Irlandais, je crois.
C'est lui qui m'a ramené là-bas. Et bon, après, il s'est fait limoger. Et après, lui, il est arrivé. Donc, déjà, quand il est arrivé, il m'a dégagé du groupe. Pardieu, pour dire, qui a fait Newcastle et maintenant qui est à Crystal Palace. Crystal Palace, voilà. Donc, il m'a viré du groupe. Pendant 2 matchs, je crois, il m'a mis en tribune. OK, je respecte, on travaille. Une fois, il m'a remis. Je fais des bons matchs. On ne prenait pas de but. Je ne dis pas c'est grâce à moi, mais j'étais dans l'équipe. Et je ne sais pas, du jour au lendemain, de titulaire, il me remet dans la tribune. Et après, il vient, à la fin de saison, quand je dois partir, il y a Bordeaux qui vient, il commence à me dire « Oui, non, je ne veux pas que tu partes, je compte sur toi, je veux que tu sois mon capitaine. » Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Capitaine de quoi? Je dis « Je ne comprends pas l'anglais, je fais rien, je veux retourner en France. » Non, non, tu pars pas, c'était la guerre. Et là, Laurent Blanc et Jean-Luc Gasset m'ont appelé. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas me lâcher. Après, je suis parti à la guerre là-bas, en conflit avec le club. Il te restait combien d'années de contrat? 4 ans. Ah ouais, t'avais signé 5 ans. Donc il y a eu c'était un gros transfert ou ils ont réussi à... Non, ils ont pris, à Bordeaux, je crois que j'étais à 5 millions, je crois. Une fois le titre gagné avec Bordeaux, vous quittez le Haillan pour rejoindre la commanderie. Vous signez un peu avec l'ennemi, puisque vous vous engagez avec l'Olympique de Marseille. Un peu le même parcours que vous, Christophe. Les supporters bordelais le vivent un peu comme une trahison. Racontez-nous comment s'est passé votre transfert. C'est Didier Deschamps qui vous a convaincu? Ouais, Didier Deschamps, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, on te veut à Marseille. Je dis, ouais, OK. J'avais été voir le président parce que après le titre de champion de France, pardon, j'étais le voir comme les autres, ils ont tous été augmentés. J'ai été le voir, il veut m'augmenter, mais il me rajoute, je sais pas, on va dire... Des cacahuètes. 10%. 10%, c'est ça à peu près. Et le quoi. Donc voilà, moi j'étais pas trop d'accord à l'augmentation, à l'offre qui m'a été proposée. Et Marseille, ils sont venus, ils m'ont proposé le double de mon salaire. Donc je pense qu'on est ici, on est tous des footballeurs. Non, moi je suis allé à Marseille pour 4 fois moins. J'étais à Chelsea. Non, je rigole. Oui, c'est vrai, mais pour d'autres raisons. Et voilà, et à partir de là, c'est vrai que les supporters disaient que j'étais un traître parce que j'étais parti chez le club ennemi. Mais bon, voilà, moi aussi, j'ai une famille à nourrir aussi. Et voilà, on me propose 2 fois plus. C'est une proposition qui était, pour moi, tu ne pouvais pas refuser. Et je suis parti là-bas et c'est vrai que depuis, ils m'en veulent. Didier Deschamps, il a fait Marseille, il est allé à Bordeaux. Marseille, entre Marseille et Paris, il y en a eu combien? Donc il faut arrêter avec ça. Il faut expliquer aux supporters, alors. Non, mais alors, fais passer le message. Elle m'éclate cette phrase, cette attitude, parce qu'il voulait que tu restes, parce que tu étais très performant. Ouais. C'est-à-dire que si tu avais été une chèvre et que tu avais dit « Ah non, mais je reste, j'ai l'amour du maillot, je l'aime ce maillot. Arrache-toi. Non, mais reste pas, casse-toi, s'il te plaît. On ne te veut pas, donc voilà. Non, mais je vais être fidèle. Non, laisse tomber. Non, on veut pas que tu sois fidèle, surtout pas. Tu peux Allez. Mais en dehors de l'aspect financier, t'as dit quoi, Dédé? Qui comptait, qui me voulait Les entraîneurs disent tout ça. Hein, ouais, bon, il y a un projet. La phrase mytho de tous les entraîneurs pour avoir un joueur. Après Marseille, ça peut Après, ça c'est donne Marseille envie aussi, c'est Marseille. C'était un bon club, un bon challenge. Donc c'est vrai que le projet qu'il m'a dit dans ma tête, c'est rentré là. Il n'y avait pas eu un problème de communication à l'époque entre toi et lui? Ouais, quand j'ai signé. Bon, au départ, il y a Didier Deschamps, il m'appelle. Saoulé. C'est Didier Deschamps, je te veux pour Marseille. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Vas-y, raccroche. Je raccroche. Il m'a rappelé une 2e fois. J'ai dit, vas-y, de me casser les couilles. Vas-y, Toons, le Talek, je t'ai pas reconnu, quoi. Je croyais que c'était Toons. le Talek. Parce qu'à Toons, je lui ai fait la blague. Il était allé chercher, je sais pas, un club, je l'appelle. Je crois que c'était à Saint-Étienne, je me fais passer pour un dirigeant. Écoute, Anthony, on te veut, tout. Et lui, il était là à fond dans le projet. Oui, ça m'intéresse, tout ça. Et puis j'éclate de rire. Et il m'insulte. Je croyais qu'il voulait se venger. Et voilà. Et je pensais que Deschamps, c'était le Talek. Tu vois. Ça fait m'appelle. J'ai dit, vas-y, Toons, je t'ai pas reconnu, allez, casse-toi de là. J'ai raccroché 2 fois. Et après, mon agent, il m'appelle, Karim, il me dit, qu'est-ce que tu fais? T'es con, quoi? Non. Je dis, quoi? Il me dit, Deschamps, il fait que t'appeler. Je dis, ouais, je crois que c'était le Talek. Ça fait, il m'a appelé, j'ai décroché, et puis on est parti. Pardon, monsieur Deschamps, Pardon, coach, tout, pardon, je croyais que c'était une blague, tout.
Après, bon, il l'a bien pris. Il paraît que le Talek, il était convoité par Marseille, il n'est jamais allé. Après ce coup-là. Je rigole. L'affaire des supporters. J'étais en rééducation à Cap-Breton et j'étais voir le rugby, là. Je ne me rappelle même plus les noms. Oui, tout. Bayonne, je sais pas quoi. J'aime Et bien après, quand tu veux le rugby. Ouais, rugby. Et après, je vais au paddock à la fin du match. Il y avait les supporters de Bordeaux, par exemple. Il y en avait 2, 3, 4, toi. Ouais, viens me voir. Ouais, tu vois, c'est pas bien ce que t'as fait. T'es parti pour de l'argent, un année. Je dis, ouais, ok, si tu veux, il n'y a pas de problème. Après, je lui pose une question. Je lui dis, dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, ouais, je suis électricien, tout. Ouais. Je dis, d'accord. Il me dit, EDF, je sais pas quoi, bref. Je dis, d'accord. Bon, tu touches combien? Bah, il me dit un chiffre. Je dis, on te donne. Tu fais le même travail, on te multiplie ton salaire par 2. Tu restes là-bas par fidélité ou tu vas là-bas? Il dit, je me calme. Oui, mais c'est pas pareil. Vous gagnez déjà assez. Je dis, mais t'es fou dans ta tête ou t'es sérieux? Tu vois? Donc moi, je gagne le double là-bas, j'ai pas le droit de partir, mais toi, tu gagnes le double là-bas, t'as le droit, tu pars. Il dit, non, mais c'est pas pareil, vous gagnez déjà bien votre vie. Je dis, bon, en fait, ça sert à rien de parler avec. Je dis, ouais, ok, t'as raison. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'explication. Ouais, c'est bien de nous poser la question et de montrer tout ça, mais il n'y a pas d'explication rationnelle. De toute façon, un supporter, par définition, il n'est pas objectif, il est dans son maillot, là on parle pour Bordeaux, il est dans son scapulaire, il est dans son truc. Voilà, c'est quelque chose d'important dans sa vie. Je respecte d'avoir ça d'aussi important dans sa vie, c'est son choix, il n'y a pas de problème. Voilà, mais personne n'a à dire à l'autre ce qu'il doit faire ou pas. Encore plus en l'insultant derrière, ou en lui crachant dessus, ou en envoyant du papier cul, ou en faisant des chansons contre lui. Voilà, je pense que c'est la première des libertés, c'est celle-là, on n'a pas à juger. Moi, j'ai passé des années exceptionnelles à Bordeaux, Soulé aussi, il le dit, il le redit, on a aimé ce club, on a aimé ce maillot, comme on a aimé celui de Marseille, les clubs où on a joué, on a défendu un écusson, on a défendu un maillot. Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux possible pour les supporters, des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché. Voilà, mais on n'a pas de leçon à recevoir du club où on doit aller. Voilà, moi je trouve que ça n'a pas de sens. Souleymane, vous avez marqué de votre empreinte le club marseillais à tel point que vous êtes le premier joueur à intégrer le Hall of Fame du club. Vincent Labrune décide le 17 mai 2014 de retirer le numéro 21, numéro de votre maillot. C'est votre club de cœur à l'OM, Souleymane? Attention à ce que tu vas dire. C'est une chanson. T'es resté combien de temps à Marseille? 5 ans. Donc, ouais, Marseille, moi j'ai toujours aimé Marseille depuis tout petit aussi. Donc, ouais, ça fait partie de mes clubs favoris. Et t'avais pas le numéro 21, toi? Aussi à Marseille, t'avais 21. C'est pour ça qu'il a voulu le numéro 21, parce qu'il m'adorait beaucoup. Il faisait les passements de charme un peu comme moi, voilà, et donc il a dit, je veux le même numéro que du gars. Ah ouais. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son maillot retiré, le numéro comme ça, retiré en votre C'était écrit honneur? au basket ou quoi? Bah, c'est pas moi, hein. Tu sais, moi j'ai rien demandé. Comment NBA? C'est le président Labrune qui a décidé de retirer mon maillot. Bah. C'est une fierté? Ouais, c'est bien. Enfin, ça vous a surpris ou pas du tout? Bah, ouais, ça m'a surpris parce que je me suis dit, bon, j'ai rien fait de spécial, quoi. Tu fais mon métier? J'ai fait mon métier, j'ai pas sauvé des vies, j'ai pas fait un truc exceptionnel, à part peut-être faire mon métier du mieux possible. Mais bon, voilà, c'était un cadeau de Vincent Labrune. Bon, je remercie encore, mais... Il y en a eu d'autres depuis? Je crois qu'il y avait Valbuena. Il y avait eu Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena aussi. Ouais, ils l'ont enlevé, mais après ils l'ont remis apparemment. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, justement? Parce qu'ils avaient signé à Lyon, ils l'ont remis. C'est laid. Ouais, je sais pas. Que c'est laid. Après, ce que j'en pense, tu sais, franchement, je me pose même pas la question. C'est des détails que... C'est anecdotique. Ouais, voilà. Non, c'est une initiative peut-être personnelle et c'est plutôt sympa de montrer qu'on a apprécié un joueur et de lui rendre voilà, cet hommage-là. Après, moi, je trouve ça, sincèrement, si je peux me permettre, je trouve ça un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies passé au moins 10 ans dans un club. Enfin, là, tu vois, c'est l'impression que ça n'enlève rien à ce qu'a fait Soulé. Évidemment, il a fait des choses extraordinaires à Marseille, mais il a passé 5 ans. Dans ces conditions, pourquoi pas d'autres? Comment t'es jugé ça? On en a parlé, Papin. Voilà, tu vois, je trouve que voilà, il y a un petit décalage. Moi, je comprends l'idée, mais... c'est dommage que les anciens présidents n'aient pas pensé à ça. Il n'y a pas de rétroactivité. Ouais, qu'il n'y ait pas de rétroactivité. Des légendes, il y en a quand même eu à Marseille, il y en a eu des tonnes. C'est pas que Soulé n'en ait pas eu, bien au contraire. Mais il y a eu des génies, quoi. Donc,
quand tu connais l'histoire de l'OM, les grands joueurs qu'il y a eu, que les deux maillots, alors ils n'ont pas retiré tous les maillots non plus, mais c'est compliqué, mais que c'est Mathieu et Soulé qui ont passé pas peu de temps, mais 5 ans, c'est pas énorme dans une carrière. Bon, Mathieu peut-être un petit peu plus, lui. Il est resté 7 ans. Voilà, ça aurait été bien que, voilà, qu'ils y soient eux, avec la rétroactivité d'autres. Je trouve que ça aurait été sympa. Bah, surtout que maintenant, on peut avoir n'importe quel numéro. Papin, Waddle, enfin, il y avait quand même des Dimeco, Scroblar. Ouais, mais là, tu n'as plus les 11 premiers numéros, si tu veux, parce qu'avant, on jouait de 1 à 11. Oui. Souleymane, vous êtes l'un des rares joueurs à avoir eu comme entraîneur Laurent Blanc et Didier Deschamps. Alors dites-nous, on veut savoir, c'est qui le meilleur? Il fais-toi un pote. Bon, il n'y a pas de meilleur, les deux. J'ai gagné 2 titres, donc je ne peux pas dire qui est le meilleur avec les deux. C'est quoi la plus grosse différence entre l'un et l'autre? Peut-être il y en a un, Lolo qui est peut-être plus un manager à l'anglaise, peut-être un peu plus. Ouais, parce que c'était plus Gasset qui s'occupait du terrain, mais après. Et Didier... Bon, après Didier, c'est pareil aussi, parce qu'il y avait Guy Stéphane aussi qui faisait le rôle de Jean-Luc Gasset aussi. Mais non, en tout cas, je me suis. Dans le management, ils font à peu près la même chose, avec des mots différents, bien évidemment, mais ils se ressemblent. Je me suis dit, c'est vraiment des joueurs de 98. Parce que c'est vraiment, même à l'approche du match, les entraînements, les paroles, c'est presque identique. Donc je me suis. Non, il n'y a pas de meilleur. Pourtant, il se dit que Deschamps est plus gagneur, Lolo est plus à la cool, il laisse les joueurs plus s'auto-gérer que Didier Deschamps qui est plus interventionniste, non? Moi, Laurent Blanc, toujours, même les petits jeux, il voulait toujours qu'on gagne, pareil que Deschamps. Donc après, on va dire, comme tu dis, Laurent Blanc, il te laisse un peu plus de liberté, comme tu dis, de s'auto-gérer par rapport à Didier Deschamps. Il a accepté que tu sortes à Marseille, Didier? Oui, puis le choix, je sortais quand même. C'est mort, à un moment donné, il faut capituler, quoi. Non, mais après, voilà, après, comme je disais, j'ai essayé de faire mon taf. Après, j'assumais le week-end. Mais après, attention, parce que les gens, quand ils parlent de moi de sortir, c'est pas tous les jours. Je sortais, je sortais disons, une fois dans la semaine. Et peut-être après les matchs, ouais. Mais des fois, j'entends les gens parler, tu sors tous les jours, tu fais la fête tous les jours. Je pense que si je faisais ça, j'aurais pas tenu. Non, mais en fait, Pourquoi jouer avec des gants été comme hiver? Vous êtes superstitieux, Souleymane? Parce que j'ai froid. Même l'été? Bah oui. Sérieux? Ouais. Non. Oh, c'est juste avant. c'est superstition. C'est superstition, dis-moi. Ouais, un peu. Tu sais, tous les footeux, on est tous un peu superstitieux. Donc, c'est vrai que j'avais commencé ma carrière. En plus, à l'époque, j'avais des bagues. On n'avait pas le droit de jouer avec les bagues. C'est pour cacher, en plus. Il y avait un joueur en même temps, quand tu as joué au Havre et à Sochaux, les mains froides, t'es obligé d'en prendre. Là, on te comprend, tu vois. Toujours joué avec des gants? Ouais. Là aussi. Au début. Les Même cuisses, avec regarde la les sélection? cuisses. Même avec la sélection, ouais. Même quand il faisait 40 degrés, tu jouais avec des gants? En sélection, je jouais avec des gants. Après, je sentais même plus la différence. Je sais pas. Il y a un match que vous avez joué sans gants? Je crois que je me suis blessé, non? C'était pas ça? Je crois que c'était au trophée des champions. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a un match justement où vous avez lâché vos gants? J'avais oublié mes gants. Incroyable ça quand même. À la reprise, trophée des champions, c'était au mois de juillet, je crois, août. On était en Tunisie, il fait hyper chaud, ça fait que j'ai pas pensé mes gants et j'avais oublié mes gants et l'intendant n'avait pas de gants. Bon, après c'est normal. T'es chercher des gants de ski. Et j'avais joué sans gants et je crois que je me suis fait un claquage. Du coup, plus jamais sans les gants. Plus jamais. J'ai toujours 2-3 paires dans mon sac. C'est le plus grand joueur que vous ayez affronté, Cristiano Ronaldo? Ouais. Ouais, c'est lui. J'ai pas joué contre Messi. C'est le plus grand, mais est-ce que c'est lui qui t'a posé le plus de problèmes? Non. Non. Il n'a pas eu le temps. Non. C'est pas lui qui m'a posé le plus de problèmes. Mais il était quand même dur à charger quand même. Mais j'ai eu d'autres attaquants qui étaient beaucoup plus durs. À l'époque, il y avait un joueur, Florian Maurice, Paoletta. Dans les tu sais, des joueurs casse-couilles comme ça qui bougent entre les lignes. Je préfère un mec comme Ronaldo. Je sais que ça va, il y a les duels, on va y aller, mais des joueurs comme Paoletta, qui vont pas au duel justement, qui évitent les duels, qui les appels, qui partent dans le dos, qui t'obligent à aller vers ton but. C'est ça qui me cassait les couilles. Vous avez déjà joué l'un contre l'autre? Moi j'avais joué. Ouais. T'étais à Bordeaux. Ouais. Je venais de commencer un peu. Il m'avait fait chier. T'as commencé à quelle époque?
J'ai commencé en 99. 99. 2 mois d'arrêt quand même pour le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. Ouais, mais bon. Il fallait pas qu'il fricote avec Soulé, c'est tout.